Bonjour et bienvenue à Arrêt sur le monde. Je m'appelle Frédéric Mérand, je suis le directeur scientifique du Cerium et l'animateur de votre émission cet automne. Aujourd'hui à l'émission, nous allons parler du Haut-Karabakh, la poudrière. Le 27 septembre 2020, des affrontements violents éclatent dans la région du Haut-Karabakh, située entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, tuant ainsi une vingtaine de personnes. Depuis, les indépendantistes du Nagorno-Karabakh et l'armée de l'Azerbaïdjan, respectivement soutenus par l'Arménie et la Turquie, s'affrontent dans ce territoire montagneux. Le conflit témoigne des tensions régionales présentes dans le Caucase du Sud depuis l'effondrement de l'URSS en 1991. Mais pour mieux comprendre les tensions entre les deux parties, il faut remonter presque 100 ans en arrière. En juillet 1921, Staline est commissaire aux nationalités au sein du Conseil des commissaires du peuple, la plus haute autorité gouvernementale de l'Union soviétique. Il décide d'attribuer la région du Haut-Karabakh, peuplée majoritairement d'Arméniens, à la République socialiste soviétique d'Azerbaïdjan. Au sein du bloc soviétique, ces frontières sont davantage administratives que stratégiques. Mais à la chute de l'URSS, les revendications nationales des Arméniens se sont intensifiées et en 1991, le Haut-Karabakh s'autoproclame indépendant. L'Azerbaïdjan réplique et lance une offensive contre les forces indépendantistes qui, elles, sont soutenues par l'Arménie. Le conflit fait 30 000 morts et cesse en 1994, avec l'annonce d'un cessez-le-feu, suite à l'intervention du groupe de Minsk, un regroupement d'États coprésidé par la Russie, les États-Unis et la France, qui joue le rôle de médiateur dans le conflit. Résultat, le gouvernement de l'Azerbaïdjan perd la souveraineté sur un territoire qui demeure pourtant officiellement le sien. Quant au gouvernement arménien indépendant qui contrôle la région, il n'est pas reconnu par la communauté internationale. 16 ans plus tard, le conflit reprend. Les opposants sont les mêmes, mais de nouveaux acteurs apparaissent. Principalement, la Turquie et la Russie qui semblent de nouveau s'affronter par procuration, chacun ayant des intérêts stratégiques et économiques dans la région. Pour mieux comprendre ce qui se passe au Haut-Karabakh, j'ai invité Magdalena Dębinska, professeure de sciences politiques à l'Université de Montréal et surtout mon alter ego au Cerium où elle est la directrice académique. Bonjour Magdalena, bienvenue à Arrêt sur le monde. Bonjour Frédéric. Alors, la première question que je me pose, c'est quelles sont les raisons qui ont poussé l'Azerbaïdjan à lancer une offensive contre les forces indépendantistes du Haut-Karabakh après 16 ans de trêve dans ce qui était, pensait-on, un conflit gelé? Alors oui, lorsqu'on suit ce conflit depuis ses débuts, et donc le début des années 90, voire fin des années 80, on sait très bien que les affrontements violents sont récurrents et ce n'est pas la première fois que ça arrive. La dernière fois qu'il y a eu une escalade, on parle de la guerre de 4 jours en 2016. D'ailleurs, j'étais sur ce même plateau à ce moment-là. Donc, ce n'est pas surprenant qu'il y ait des affrontements. Ce qui est exceptionnel, effectivement, c'est que il y a des affrontements qui durent pendant très, très longtemps. Ce qui est aussi exceptionnel, c'est que la capitale du Nagorno-Karabakh est bombardée. Donc, c'est la première fois depuis la guerre du début des années 90 que ces bombardements-là ont lieu dans la capitale. Ce qui est exceptionnel aussi, c'est que tant l'Arménie que l'Azerbaïdjan et le Nagorno-Karabakh ont déclaré la loi martiale et ont appelé à la mobilisation générale. Donc, on voit effectivement une escalade du conflit avec, bien entendu, aussi la géopolitique qui s'en mêle et des puissances régionales qui ne font que, finalement, mousser les violences qui ont lieu sur le terrain. Ben justement, sur les puissances régionales, dans cette région, on a tendance à penser que c'est toujours la Russie le fauteur de troubles. Or, la Turquie, en l'espèce, semble jouer un rôle important dans le conflit. Pouvez-vous nous expliquer ce qui se passe un petit peu entre la Turquie, la Russie et les deux pays directement impliqués dans le conflit, c'est-à-dire l'Arménie et l'Azerbaïdjan? Donc oui, ce qu'il faut comprendre, c'est que les deux puissances régionales, donc la Turquie et la Russie, depuis le début, s'en mêlent. La Russie est un allié de l'Arménie, alors que l'Azerbaïdjan est appuyé depuis toujours par la Turquie. Cette fois-ci, la Turquie est beaucoup plus explicite sur son appui à l'Azerbaïdjan, effectivement.
Donc, ce n'est pas nouveau. Il y a un jeu de puissance régionale. Jusqu'à maintenant, c'est la Russie qui gagne, qui a la main forte et joue l'arbitre finalement dans cette région du Caucase du Sud. Et ce qu'on voit présentement, c'est la Turquie qui veut prendre de l'expansion, prendre une position plus hégémonique dans la région et s'immiscer dans la médiation entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan et avoir son mot à dire finalement dans la région. Mais ça s'inscrit probablement dans des politiques beaucoup plus active, la politique étrangère beaucoup plus active de la Turquie ces dernières années, disons, donc tout le jeu politique certainement donne un moment opportun, si je peux dire, pour l'Azerbaïdjan de lancer une offensive contre les séparatistes arméniens du Nagorno-Karabakh. Ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, en février 2020, on avait l'espoir d'un conflit réglé éventuellement parce que lors de la conférence du Munich, donc il y a à peine quelques mois, et lors de la conférence du Munich, les ministres des Affaires étrangères de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan se sont rencontrés et on avait tout espoir à ce que le dialogue recommence et qu'on puisse résoudre ce conflit qui dure depuis plus de 26-30 ans. Bon, voilà, quelques mois plus tard, tous nos espoirs s'écroulent. Encore une fois. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous poser une question. Je sais qu'elle vous tient à cœur puisque nous travaillons depuis quelques années sur un projet de recherche ensemble. Est-ce que selon vous, les principaux facteurs de détérioration du conflit sont locaux ou géopolitiques? Ce que je veux dire, c'est est-ce que c'est plutôt l'Azerbaïdjan et l'Arménie qui instrumentalisent leurs relations avec les grandes puissances voisines ou sont-ils davantage les instruments de la rivalité étonnante qui s'est développée entre la Turquie et la Russie au cours des dernières années? Alors, comme vous le savez, ce n'est jamais une réponse simple. C'est un ensemble complexe de variables différentes qui sont géopolitiques et locales. Ce qu'il faut savoir, c'est que, enfin, pourquoi maintenant l'escalade et pourquoi on n'a pas vu cette escalade monter autant avant? Je pense qu'il y a des raisons locales liées aux politiques internes de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan en ce moment. Donc, dans le contexte de pandémie, la gestion de la pandémie par le président Aliyev en Azerbaïdjan a été critiquée. Les voix critiques subissent des répressions. En même temps, le prix du pétrole baisse, ce qui entraîne une crise économique et sociale en Azerbaïdjan. Et il faut donc comprendre le contexte d'une certaine perte de légitimité, perte de confiance de la société azerbaïdjanaise face au pouvoir du président Aliyev. Donc ça, c'est une chose. Lorsqu'en juillet, parce qu'on se rappelle qu'il y avait des escarmouches en juillet donc à la ligne de contact entre l'Azerbaïdjan et le Nagorno-Karabakh, lorsqu'il y a eu ces affrontements-là, il y a eu des milliers d'Azerbaïdjanais qui sont sortis dans les rues pour réclamer le regain de territoires contrôlés par l'Arménie suite à la guerre et le cessez-le-feu en 1994. Et donc, en fait, pour le président Aliyev, on peut dire que le regain de ces territoires est égal au regain de la popularité et de la légitimité auprès de la société dans un contexte de crise socio-économique, de crise de la pandémie, etc. Une façon de détourner l'attention, en fait. Une façon de détourner l'attention en même temps en sachant que l'armée azerbaïdjanaise est très bien développée. On a investi des sommes faramineuses, des milliards de dollars annuellement pour moderniser cette armée-là. Et donc, c'est l'armée la plus importante, la plus puissante de la région du Caucase du Sud. En même temps, en sachant qu'on a l'appui de la Turquie. Donc, en fin de compte, pourquoi pas? Puis, en même temps, en Arménie, le pouvoir du Premier ministre Pachinian
est un peu ébranlé. Il est critiqué aussi pour la gestion de la crise de la pandémie notamment. L'Arménie s'est vue, la première vague de la pandémie était la plus importante dans la région. Donc, il fait face à une opposition critique. En même temps, ce n'est pas non plus le poulain le plus aimé par Moscou, parce que Pachinian est celui qui a été porté au pouvoir dans une révolution de velours en 2018 par la rue. Et en plus, il remet en question l'adhésion de l'Arménie à l'Union économique eurasienne. Donc, il remet en question quelque part l'influence de la Russie en Arménie. Donc, dans tout ce contexte-là, pour l'Azerbaïdjan, ça semblait un moment opportun. C'est pas très bien de le dire comme ça. On fait face à un conflit véritable, un conflit humanitaire très, très grave. Et pourquoi, selon vous, la Turquie est-elle aussi impliquée cette fois-ci auprès de l'Azerbaïdjan? Est-ce que ça s'inscrit dans une dynamique plus large de la Turquie ou est-ce que c'est vraiment propre au conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie? Alors, comme j'ai dit, la Turquie a toujours appuyé l'Azerbaïdjan. Depuis le début, l'appui dans cette guerre-là était à l'Azerbaïdjan. Cela étant dit, je pense que ça s'inscrit dans une politique plus large menée par Ankara présentement, qui remet en question, certains vont dire qu'il veut remettre en question les traités de Lausanne de 1923, où les frontières de la Turquie ont été établies. Donc, on voit des tensions avec la Chypre, avec Grèce, la France, avec, bien entendu, avec la Russie, en Syrie, en Libye. Donc, on dirait que la Turquie cherche effectivement à regagner une puissance, de devenir une puissance régionale et qu'on la prenne au sérieux sur la scène internationale, notamment dans la médiation du conflit du Nagorno-Karabakh. Je voudrais justement qu'on parle un peu des réactions que devrait adopter la communauté internationale, en fait le Conseil de sécurité des Nations Unies, face à un conflit qui oppose deux légitimités. D'un côté, l'Azerbaïdjan qui a une revendication de souveraineté sur le territoire du Haut-Karabakh, et de l'autre, l'Arménie qui met de l'avant évidemment l'histoire du génocide arménien auquel a puissamment contribué la Turquie. Alors face à ces deux forme de légitimité ou de revendication, comment est-ce que vous pensez que le Conseil de sécurité ou les autres grandes puissances, par exemple les États-Unis, la France ou même un pays comme le Canada, devraient-ils réagir? Est-ce qu'ils doivent prendre parti? Est-ce qu'on doit imaginer une intervention internationale? C'est délicat. Hein. C'est délicat parce qu'effectivement, des deux côtés, on se revendique du principe du droit international. D'un côté, l'intégrité territoriale pour l'Azerbaïdjan et de l'autre côté, l'autodétermination des peuples pour l'Arménie. Et ces principes-là ne sont pas hiérarchisés dans le droit international. Donc, bien entendu, tout appui à un côté à un autre est un appui politique et non pas en termes légaux. Hein. C'est délicat, donc dans ce sens-là, et les positions sont vraiment irréconciliables. Ce n'est pas pour rien qu'on parle d'un conflit gelé. Donc, c'est un conflit gelé depuis le début des années 90, donc avec le cessez-le-feu en 1994. Ce conflit est gelé du point de vue diplomatique, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas de résolution de conflit, on n'arrive pas à un traité de paix qui arriverait à un compromis. Donc, le conflit, il est gelé. Qu'est-ce que la communauté internationale fait ou devrait faire? La communauté internationale aide à la médiation. Donc, effectivement, depuis 92, le conflit, le corps, l'institution qui aide à la médiation, c'est le groupe de Minsk qui de pas l'OCDE, mais l'OSCE. Le groupe de Minsk, donc, qui est composé de 13 membres, mais 3 coprésidents, donc la France, les États-Unis et la Russie. Ce sont donc les trois puissances, les 3 membres de ce groupe qui essayent de médiatiser, de médier plutôt, de négocier la paix
Ça fait 24 ans, 26 ans. Maintenant, ça ne fonctionne pas vraiment. Et d'ailleurs, c'est ça que l'Azerbaïdjan dit, ça suffit. On a négocié, on n'arrive pas à arriver à un compromis. Allez-y, on y va avec des armes. La Russie aimerait ça, je pense. Donc, elle a l'intérêt de régler ça soit au sein du groupe de Minsk, soit même se donner le rôle de médiateur principal. Et d'ailleurs, c'est ça qu'on a vu les deux premiers cessez-le-feu qui ont été négociés à Moscou. Ça n'a pas abouti, mais ces cessez-le-feu ont été par la suite brisés très très rapidement. Mais Moscou a intérêt de se montrer en médiateur sur la scène internationale et quelque part regagner le prestige d'un acteur international, d'un médiateur, un prestige qu'elle a quelque peu perdu ces derniers temps avec l'histoire de l'empoisonnement de Navalny, avec l'histoire de l'appui à Loukachenko en Biélorusse, avec Donbass, Crimée, etc. Donc, la Russie aussi a une position à l'international un peu tendue avec les autres coprésidents du groupe de Minsk. Et voilà. Pour le coup, on a un vrai problème géopolitique parce que la Russie, si je vous entends bien, semble plutôt vouloir une forme de compromis et elle fait partie du groupe de Minsk. En même temps, le pays qui alimente la politique azérie, c'est la Turquie qui, elle, fait partie de l'OTAN et qui semble à couteau tiré avec plusieurs de ses alliés, notamment la France, mais aussi dans une certaine mesure les États-Unis. Face à une situation comme celle-là, et je sais que vous n'aimez pas vous aventurer dans les prédictions, mais est-ce que vous attendez plutôt à ce qu'après une période un peu de fièvre, on revienne à un regel du conflit? Est-ce qu'il y aura eu des avancées de l'Azerbaïdjan, c'est-à-dire que l'Azerbaïdjan aura repris une partie du territoire? Ou est-ce que vous pensez que la situation est encore plus grave qu'elle ne l'est aujourd'hui, c'est-à-dire à la fin octobre 2020? Alors, la situation, elle est grave. Vous avez raison, je n'aime pas sortir ma boule de cristal, mais il y a différents scénarios qui se présentent, c'est-à-dire c'est sûr que l'Azerbaïdjan, tant aussi longtemps qu'il n'y a pas une force extérieure qui l'arrête, n'arrêtera pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas vraiment l'intérêt. C'est pas vérifié sur le terrain. On n'a pas d'observateurs, il n'y a pas vraiment de journalistes sur le terrain, mais on revendique avoir regagné des territoires, pas du Haut-Karabakh à même, donc l'autonomie ancienne de Haut-Karabakh, mais les territoires, les provinces contrôlées autour du Haut-Karabakh, contrôlées par l'Arménie depuis le cessez-le-feu en 1994. Donc, en fin de compte, il fait des gains. Le président Aliyev a certainement l'appui de la population. Chaque regain de territoire, il gagne de la légitimité de son pouvoir. Et si la Turquie continue à l'appuyer dans la rhétorique, mais pas seulement dans la rhétorique, il n'y a aucune raison pour l'Azerbaïdjan de ne pas continuer avec l'offensive, le but étant de regagner les territoires perdus lors de la guerre des années 90. Et donc, un changement de statu quo. Donc, l'Azerbaïdjan, ce qu'il veut, c'est le changement de statu quo. But ultime, regain de la totalité des territoires et, bien entendu, l'inclusion de la Turquie dans la région, dans la médiation autour du conflit. Donc ça, l'Azerbaïdjan va faire tout pour le faire. Ce qui peut l'arrêter, c'est l'intervention plus robuste de la Russie. La Russie pour le moment en tout cas, ne donne pas signe de vouloir s'immiscer plus qu'en médiateur, notamment parce qu'il y a la Turquie à côté, mais aussi parce qu'elle est engagée ailleurs. Dans ce contexte, ce qui peut arrêter le conflit, c'est l'épuisement de ressources, la pandémie qui ne fait qu'exploser, bien entendu, sur le terrain de guerre, et l'hiver.
Donc, les analystes souvent mentionnent l'hiver comme étant la variable ultime pour l'arrêt des affrontements, parce que l'hiver là-bas est très, très rude. Oui, c'est un contexte montagneux, si je ne me trompe pas. Exactement, oui. Alors, Magdalena, c'était un plaisir d'abord de vous voyer pendant près de 20 minutes. Nous n'avons pas l'habitude de le faire, mais conformément aux pratiques de cette émission, c'est un plaisir de vous voyer, mais surtout de profiter de votre expertise de terrain sur cette région, une expertise qui est rare et qui est précieuse pour nous. C'est ce qui conclut notre émission sur le Haut-Karabakh. Donc, je vous remercie, Magdalena Dębinska, ainsi que l'équipe technique, les recherchistes, les partenaires de l'émission, c'est-à-dire le Cerium, l'Agence France Presse et Savoir Média, qui nous permettent de faire quelques instants un arrêt sur le monde. Au revoir.